Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Et si l'art de vivre 100 ans ne tenait ni dans une pilule miracle, ni dans un laboratoire, mais dans un simple bol de soupe posé sur un sol en bois, dans un temple caché entre les brumes d'Okinawa, là-bas, au milieu du silence, vivent des onandi, hommes qui ne semblent pas vieillir. Non seulement ils atteignent 100 ans, mais ils le font avec une clarté d'esprit, une souplesse de corps et une paix intérieure qui défie notre compréhension moderne. Leurs secrets ne se cachent pas dans des routines extravagantes, ni dans des technologies avancées. Ils se trouvent dans le contenu de leurs assiettes, dans le rythme de leur journée, et surtout, dans leur manière de considérer la nourriture comme un acte sacré. À l'opposé de notre obsession contemporaine pour les régimes à la mode, paléo, keto, vegan, jeûne intermittent, leur façon de manger ne change pas selon les tendances. Elle est le fruit de siècles d'observation, de tradition et de spiritualité. Dans leur monde, le repas n'est pas un carburant, c'est une prière silencieuse. Chaque bouchée est l'aboutissement d'une chaîne de gestes précis, d'une conscience profonde. Et cette approche a des effets si puissants que la science moderne commence seulement à en entrevoir la sagesse. Le contraste est saisissant. Alors que le monde occidental croule sous les maladies chroniques, les troubles digestifs, les inflammations silencieuses et les crises métaboliques, ces moines vieillissent lentement, sans douleur, ni confusion mentale. Ils ne comptent pas les calories. Ils cultivent tant que la présence. Leur diète, loin d'être ascétique ou punitive, est joyeuse dans sa simplicité, vibrante dans ses couleurs, puissante dans ses effets. Les repas sont légers, mais nourrissants, peu nombreux, mais riches en sens. Ce n'est pas tant ce qu'ils mangent qui bouleverse, c'est comment ils mangent. Lent, attentif, ancré. Là où notre société glorifie la rapidité et le multitâche, ils misent sur le calme et l'attention. Là où nous cherchons le plaisir immédiat, ils visent l'équilibre profond. Ils mangent d'un jusqu'à 80% de satiété. Jamais au-delà. Ce simple principe, nommé Hara Hachibu, a été validé par des études scientifiques, démontrant une réduction de l'inflammation, une meilleure régulation de l'insuline, une santé cognitive préservée. Et cela ne s'arrête pas là. Leur quotidien suit un rythme presque musical. Réveil avant l'aube, mouvement doux, méditation, repas frugal, silence. Rien n'est laissé au hasard. Le corps, l'esprit et la nourriture dansent ensemble. Ce n'est pas un rêve oriental idéalisé. C'est un mode de vie testé sur des siècles, reproductible, mesurable. Et dans cette série de révélations, tu vas découvrir non seulement ce que ces moines mangent, mais pourquoi cela fonctionne, comment cela répare les cellules, nourrit le cerveau, ralentit le vieillissement et apaise l'âme. Il n'y a pas de miracle dans la longévité. Il n'y a que des habitudes. Et celles des moines zen sont une poésie en mouvement. Chaque jour, à la même heure, une poignée d'hommes vêtus de lin traverse les jardins du monastère pour préparer un repas qui, vu de l'extérieur, pourrait sembler pauvre. Pourtant, il s'agit là d'une cérémonie, un laboratoire du vivant, où l'aliment devient un remède. Ce que les nutritionnistes découvrent aujourd'hui dans les études sur le microbiote, les moines l'ont compris depuis plus de 1000 ans. Ils consomment régulièrement des aliments fermentés, miso, tempeh, natto, kimchi, non par mode,
mais par sagesse. Ces nourritures nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin, renforcent l'axe cerveau-intestin, réduisent l'inflammation systémique, augmentent la production de neurotransmetteurs, comme la sérotonine et le GABA. Le cerveau s'éclaire, le stress diminue, le sommeil se répare. Les moines ne consomment pas d'aliments pour booster quoi que ce soit. Ils créent un terrain fertile où l'organisme retrouve ses fonctions naturelles, sans sursaut ni dopage artificiel. Cette alchimie silencieuse est fondée sur l'équilibre. Jamais trop peu. Ils évitent 3 blancs: sucre raffiné, farine blanche, riz blanc. Non parce qu'ils sont extrêmes ou dogmatiques, mais parce qu'ils ont observé leurs effets délétères sur l'attention, la méditation, le calme intérieur. À la place, ils privilégient les graines entières, les nouilles de sarrasin, les légumes amers, les graines noires, les fruits rouges secs. Des aliments peu transformés, riches en nutriments, pauvres en inflammation. Leur palette alimentaire suit un principe issu de la médecine chinoise. Manger 5 couleurs chaque jour. Chaque teinte correspond à un organe, une fonction. Le rouge pour le cœur, le vert pour le foie, le blanc pour les poumons, le jaune pour l'estomac, le noir pour les reins. Ce n'est pas ésotérique, c'est biochimique. Des études ont démontré que cette diversité chromatique réduit les marqueurs inflammatoires de plus de 30%, soutient l'immunité et améliore la santé vasculaire. Et pourtant, aucun de ces plats n'est spectaculaire. La beauté réside dans leur humilité. Une soupe de miso fumante, quelques légumes saumurés, du riz complet, une poignée de noix. Pas de surabondance, pas de super aliments importés à prix d'or. Juste ce que la terre offre, préparé avec soin, mangé avec présence. La véritable rupture des moines avec nos habitudes modernes ne se voit pas dans leurs aliments, mais dans le timing. Là où nous grignotons du matin au soir, eux ne mangent souvent qu'un seul repas par jour. Et ce, non pas par pénitence, mais par cohérence physiologique. Dans certaines écoles comme celle du Tendai, la règle est simple. Un seul repas après-midi, pris dans le calme, sans excès. Cela semble extrême pour beaucoup. Pourtant, la science commence à rattraper leur intuition. Ce modèle favorise un phénomène appelé autophagie, un processus de nettoyage cellulaire qui élimine les déchets, les protéines abîmées, les précurseurs de maladies. Ce que le docteur Yoshinori Osumi a confirmé par microscope. Les moines l'ont pratiqué instinctivement pendant des siècles. L'autophagie ne se déclenche pleinement qu'après 14 à 16 heures sans manger. Et les bénéfices sont multiples. Prévention des maladies neurodégénératives, réduction du stress oxydatif, meilleure efficacité mitochondriale, amélioration de la clarté mentale. Mais ce qui est remarquable, c'est leur manière de rompre ce jeûne. Là où notre instinct serait de se jeter sur des calories rapides, eux choisissent la lenteur et la subtilité. Miso fermenté, riz brun, légumes lacto-fermentés. Ces choix prolongent les bienfaits du jeûne au lieu de les saboter. Le résultat ? Une digestion plus fluide, une absorption optimale des minéraux, une stabilité hormonale, une sérénité cérébrale. Des études récentes montrent que les personnes suivant un schéma alimentaire similaire affichent une réduction marquée du vieillissement biologique, une meilleure résilience cognitive et des niveaux d'énergie stables. Ce mode de vie, loin d'être réservé à une élite spirituelle, est une option disponible pour tous. Il ne nécessite pas de dogme, seulement un réajustement. Moins souvent, mieux. Manger avec intention.
Ne pas manger pour combler un vide. Faire du repas une respiration, pas une fuite. Ce que l'Occident commence à comprendre à travers des milliards d'investissements en laboratoire. Les moines l'ont distillé dans une assiette de légumes. Et si la santé optimale ne demandait pas plus de technologie, mais davantage de silence, leur alimentation est un poème structuré. Chaque ingrédient a une place. Chaque cuisson a un rythme. Chaque bouchée, une signification. Ils savent que la digestion ne commence pas dans l'estomac, mais dans le cerveau. Avant même que la nourriture ne touche leurs lèvres, ils marquent un temps d'arrêt. Gratitude, présence. Ils mâchent lentement, parfois jusqu'à 30 fois par bouchée. Ce rituel active les enzymes digestives, réduit le stress sur l'appareil gastro-intestinal, améliore l'assimilation. Le repas devient alors un acte méditatif. Les techniques de préparation sont aussi au cœur de leur sagesse. Fermentation longue, cuisson douce, trempage des légumineuses, activation des graines. Ces méthodes augmentent la biodisponibilité des nutriments jusqu'à 60%, réduisent les antinutriments et soutiennent un microbiote florissant. On est loin du micro-ondes et de la sauce industrielle. Leur vision est régénérative. Chaque repas ne se contente pas de nourrir. Il soigne, il renouvelle, il renforce. Pas besoin de molécules de laboratoire, de compléments sophistiqués ou de biohacking. La nature, bien comprise, bien honorée, suffit. Et au fond, ce que nous révèle cette approche, c'est que la longévité n'est pas un accident. C'est un art, une intention incarnée dans chaque geste. Une symphonie de cohérence entre le corps, l'esprit et l'environnement. Manger, c'est créer. Chaque assiette est une offrande à sa vitalité future. Tu n'as pas besoin de vivre dans un temple pour adopter cette sagesse. Elle peut commencer ce soir, dans ta propre cuisine. Remplace la vitesse par la présence. Choisis des ingrédients qui ont une histoire. Respecte ton rythme naturel. Ce n'est pas un régime, c'est une philosophie. Et si cette philosophie résonne en toi, partage cette vidéo. Fais-la vivre. Car peut-être que, dans ce monde en quête de sens, cette sagesse millénaire est ce dont nous avons tous besoin pour retrouver notre santé, notre clarté, notre humanité. Ce ne sont pas les aliments qu'ils consomment qui frappent le plus. C'est ceux qu'ils refusent de toucher. Dans les cuisines silencieuses des monastères zen, il existe des règles alimentaires aussi strictes que mystérieuses, qui n'ont rien à voir avec la morale, la religion ou la tradition. Elles sont là parce que les anciens ont observé ce que ces aliments font au corps et, plus encore, à l'esprit. Refuser certains plats, ce n'est pas se priver, c'est se protéger. Le sucre raffiné, le riz blanc, la farine transformée. Ces ingrédients ne sont pas simplement bannis. Ils sont vus comme des perturbateurs d'état de conscience. Leur effet dépasse le métabolisme. Ils dérangent la clarté mentale, troublent le calme intérieur, nuisent à la capacité de méditer profondément. Car ces substances provoquent des pics d'insuline, de brusques chutes de glycémie, des montagnes russes émotionnelles qui coupent l'élan vers le silence intérieur. Leurs choix ne sont pas guidés par la peur, mais par la cohérence. Ils savent que tout ce que l'on mange devient une part de nous, une vibration interne, une donnée biochimique qui façonne l'esprit autant que le corps. Manger n'est jamais anodin. C'est une construction de l'identité subtile. Et ce que l'on évite dit autant de nous que ce que l'on choisit. Plus encore, ils rejettent les aliments ultra transformés,
les huiles raffinées, les exhausteurs de goût, les plats préparés, non pas pour faire acte de résistance à la modernité, mais parce que ces nourritures désorganisent l'intelligence corporelle. Elles trompent les signaux de faim et de satiété. Elles brouillent les cycles circadiens. Elles génèrent de l'inflammation chronique de bas grade. Cette même inflammation qui alimente les pathologies silencieuses. Arthrite, diabète, dépression, cancer. À l'inverse, les moines battent et construisent leur alimentation comme un soin permanent. Une soupe claire peut contenir plus de sagesse qu'un buffet entier. Un bol de riz complet, quelques légumes amers, des graines grillées et une compote de prunes umeboshi peuvent en créer un équilibre métabolique durable. Leur austérité n'est pas dure, elle est tendre, pleine d'intention, nourrissante. Chaque repas est un pacte, un engagement silencieux à préserver l'espace intérieur. Ce n'est pas une punition, c'est une libération de la surcharge, de la dépendance, de l'agitation. Le goût devient plus subtil, l'énergie plus stable, l'esprit plus tranquille. Loin des bombardements de saveurs artificielles, le palais redécouvre la poésie d'une feuille de shiso, la complexité d'un tofu soyeux, la note acidulée d'un vinaigre de riz artisanal. Ce n'est pas seulement l'absence de certains aliments qui compte, mais la place qu'on leur refuse dans notre quotidien. Car en refusant les nourritures qui fatiguent le système, on fait de la place pour celles qui le renforcent. Et, peu à peu, la diète devient un sol fertile, sur lequel pousse une conscience plus claire. Il faut parfois cesser de parler de nutrition pour comprendre ce que ces moines ont vraiment saisi. Leur alimentation ne repose pas seulement sur des principes diététiques. Elle est une danse avec la vie. Chaque ingrédient est un trait d'encre sur une page blanche. Chaque préparation est une forme d'écriture sacrée. La cuisine devient calligraphie. Ils ne mangent pas pour atteindre un objectif. Ils mangent pour être en relation, avec eux-mêmes, avec la terre, avec l'instant. Dans leurs gestes, rien de compulsif. Tout est fluide. Légumes cueillis à la main, lavés à l'eau de source, découpés lentement, posés dans la marmite sans violence, mijotés dans le silence. L'acte de cuisiner est aussi méditatif que celui de s'asseoir sur un coussin pendant 2 heures. La cuisine est leur zazen. La cuisson elle-même devient un processus d'éveil. Feu doux, vapeur lente, bouillon infusé. Tout est pensé pour respecter la structure vivante de l'aliment, ne pas la forcer, ne pas la tuer, mais la transformer avec douceur. L'intention pénètre la matière. La qualité vibratoire des plats est palpable. Il n'y a pas besoin de grandes quantités pour se sentir nourri. Un seul bol peut suffire à faire taire la faim physique et combler une autre forme de vide. Il est dit que le silence entre les notes est aussi important que les notes elles-mêmes. Il en va de même pour l'alimentation. Le moment avant de manger, le moment après, la posture pendant, le souffle. Tout cela influence ce que le repas devient en nous. C'est là que réside la vraie différence entre les moines et nous. Nous mangeons pour ne plus penser à la faim. Eux mangent comme pour approfondir la présence. Leur manière de manger n'est pas une diète. C'est un art énergétique. Une connaissance empirique qui transcende les macronutriments. Ils ne lisent pas les étiquettes. Ils écoutent leur ventre. Leur estomac est devenu un oracle. Il parle, il sait. Il indique le trop, le pas assez, le juste. Leur digestion est fluide car elle n'est pas encombrée. Leur métabolisme est vif car il n'est pas freiné. Leur cerveau est clair car il n'est pas noyé. Les repas sont espacés, harmonieux,
sans surcharge, sans urgence. Ce n'est pas un jeûne forcé, c'est un rythme retrouvé. Il ne s'agit donc pas de copier leur assiette, mais d'entrer dans le même état intérieur, celui d'un rapport humble à la nourriture, celui d'un respect fondamental pour le vivant, celui d'un corps traité comme un sanctuaire. Et plus nous réapprenons à cuisiner avec soin, plus nous recréons autour de nous une paix invisible. Ce que la diète des moines nous murmure, à travers ses gestes simples et ses recettes modestes, c'est que la longévité ne se conquiert pas, elle se cultive. Elle n'est pas une promesse de la science moderne. Elle est une récompense silencieuse d'une vie bien vécue. Une vie où chaque repas devient un acte de soin, une prière sans mots, une alchimie intime. Le corps humain n'a pas besoin d'être amélioré. Il a besoin d'être écouté. Et dans l'écoute attentive, les moines ont trouvé leur remède. Ce n'est pas un hasard si tant d'études récentes convergent vers ce que les traditions anciennes savaient déjà. Ce n'est pas une coïncidence si les meilleurs marqueurs biologiques de jeunesse sont observés chez ceux qui mangent tant avec lenteur, avec intention, avec clarté. Leur secret n'est pas caché. Il est visible à chaque coin de table, dans chaque bol de riz, dans chaque feuille de nori, dans chaque graine de sésame noir, dans le silence qui précède les repas, dans l'absence d'écran, dans la main qui sert plutôt que la main qui prend. Et c'est là que réside le véritable trésor. Nous n'avons pas besoin de changer de continent pour accéder à cette sagesse. Nous avons besoin de ralentir, de revenir aux fondamentaux, de faire de la nourriture un pont vers nous-mêmes, pas une distraction, d'écouter ce que notre corps nous dit après chaque bouchée, et de nous souvenir que ce que nous ingérons devient littéralement ce que nous sommes. Il n'y a pas de technologie qui remplace la simplicité. Il n'y a pas d'application plus puissante que la conscience. La longévité n'est pas dans la durée. Elle est dans l'intensité subtile de chaque instant vécu avec clarté. Et chaque repas peut devenir un de ces instants. Alors, si ce voyage t'a nourri, commence ce soir. Pas besoin d'un grand changement. Remplace un aliment transformé par un ingrédient vivant. Prépare-le lentement. Mange sans distraction. Observe ce qui change. Et surtout, partage cette sagesse. Car peut-être que dans ton cercle, quelqu'un cherche cette lumière sans le savoir. Le véritable secret des moines, ce n'est pas ce qu'ils mangent. C'est comment ils vivent. Et cette vie commence par un simple geste. Manger comme si chaque repas comptait, parce qu'il le fait